Bon, maintenant que la série She-Hulk commence petit à petit à se révéler, avec déjà un épisode 3, il devient alors légitime pour nous de commencer à creuser autour du show, que ce soit ses personnages, son intrigue, ce qu'il met en place pour l'entièreté du MCU, etc. L'occasion pour nous, après avoir traité un sujet bien fourni avec la précédente vidéo sur le grand secret de Hulk, de s'occuper cette fois de l'ensemble de la série, avec une vidéo bien détendue. Et vous allez voir que ce qu'on a comme épisode apporte d'ores et déjà leur lot de révélations. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes et aujourd'hui, on tente comme Bruce et Jennifer de maîtriser notre colère et on médite sur les secrets et révélations de la série She-Hulk. Bon visionnage. L'une des premières questions qui se pose automatiquement lorsqu'un nouveau projet du MCU voit le jour, c'est bien évidemment la question de son placement dans la chronologie de Marvel au cinéma. Est-ce que le tout se déroule avant ou après Avengers 4 Endgame? Est-ce que l'intrigue évolue durant les 5 ans où l'univers était privé de 50% de sa population? Quel film vient après quel show et quelle série se déroule après quel projet? Et il se trouve que la série She-Hulk commence petit à petit à nous filer des informations autour de tout ça, qui plus est de belles informations. A noter que, petite parenthèse, ici on ne va pas forcément prendre en compte la chronologie présente sur Disney+, qui semble d'ailleurs créer beaucoup de débats, et puis ça tombe bien car de notre côté, comme toujours, on va uniquement se baser sur les projets en eux-mêmes, ce qu'ils révèlent dans leurs intrigues, plutôt que de se baser sur des éléments extérieurs à l'univers. Autrement dit, si un film ou une série en parle, c'est que c'est forcément vrai. Et si une source externe en parle, c'est que c'est forcément débattable, puisque non présent dans le canon de l'univers. Et avec l'épisode 3 de She-Hulk, il est clair qu'on nous apporte une réponse claire, même précise. Jennifer Walters, She-Hulk, nouvelle héroïne et cousine de Bruce, est impliquée en tant qu'avocate dans une affaire qui vise à libérer l'Abomination. Souvenez-vous, personnage qui était auparavant grand vilain du film L'incroyable Hulk. En bref, aujourd'hui c'est une toute autre personne qu'on retrouve. Même Bruce a fait la paix avec l'Abomination, sauf que, on l'a vu, le personnage a quitté sa prison. Quelque chose qu'on a pu voir dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, déjà une précision mineure selon laquelle la série She-Hulk se passe après Shang-Chi. Et du coup intervient le personnage de Wong. Personnage qui précise qu'en réalité, c'est lui qui est responsable de la libération momentanée de l'Abomination, puisqu'il avait besoin de lui pour être plus crédible en tant que sorcier suprême. Le vaincre en combat singulier était alors le moyen qu'il a jugé le plus efficace pour X ou Y raison. Et du coup, le personnage ajoute, suite à sa discussion avec She-Hulk, qu'il ne sera en aucun cas question d'un sortilège qui altère la mémoire. Quelque chose de très dangereux selon lui au vu des récents événements. Et là on obtient notre deuxième précision. La série She-Hulk se déroule après le film Spider-Man No Way Home, et c'est possiblement l'un des shows qui sont du coup le plus à la fin de la chronologie. Encore mieux, dans les épisodes précédents, il est également question d'un article qui évoque la présence d'un corps étranger dans l'océan. L'information précise, pourquoi est-ce qu'il y a une statue géante qui sort de l'océan? Un article dont l'auteur est loin de s'imaginer que la statue est en réalité un céleste, ou du moins les restes d'un céleste qui a été tué à la fin d'Eternals. Là aussi de quoi nous éclairer, à la fois en ce qui concerne l'emplacement de la série She-Hulk, mais également si vous avez bien suivi comment Spider-Man No Way Home se place par rapport à Eternals. Et clairement le tout commence petit à petit à prendre forme. Ah oui, et pour ma part je pense qu'on aura les précisions manquantes via Black Panther 2, dernier film de la phase 4, un film qui va forcément amener son lot de révélations, puisque l'un des projets les plus importants de la phase en cours. Revenons-en à She-Hulk, la série She-Hulk. Et ce que j'aime beaucoup concernant cette série, c'est d'ailleurs quelque chose qu'avait déjà commencé à traiter Falcon et le Soldat d'hiver, c'est une nouvelle fois l'envers du décor qui nous est présenté, dans les détails parfois. Avec ici ce qui arrive à certains vilains lorsqu'ils perdent face aux héros, et surtout que certains vilains ne sont peut-être pas comme on l'imagine. Après tout, c'est les autres qui s'occupent de mettre des étiquettes. Comme pour Hulk, un héros qui en réalité possède tout un arsenal d'éléments qui le place logiquement dans la case super vilain, il a été responsable de nombreuses pertes, il personnifie la destruction totale et pourtant, il est vu comme un héros, seulement car il a été approché par les bonnes personnes et fait partie du groupe des gentils. De son côté, l'Abomination est à la base un soldat, une personne dont le métier consiste à protéger son pays. À protéger ces mêmes personnes qui lui ont donné l'étiquette du vilain. Pourtant, les choses indiquent clairement qu'il n'était en aucun cas au contrôle. Et comme il le dit, comme il l'explique, il était sous les ordres de personnes influentes qui lui ont proposé le projet avec une étiquette héroïque fantasmée. De son point de vue, qui se respecte, il était le héros.
c'est Hulk qui était le vilain. Et inversement, puisqu'on est du côté de Hulk, c'est alors lui le héros et celui qui le combat devient alors automatiquement le vilain. Après tout, tout est une question de contexte et de point de vue. Pareil pour She-Hulk, elle possède un pouvoir prodigieux, pourtant la série explique que ce pouvoir lui fait défaut, notamment dans sa carrière. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à trouver du travail et est forcée de jouer le clown. Pire, le seul travail qu'elle a réussi à avoir n'a finalement rien à voir avec ses qualifications, son intellect et j'en passe. Mais seulement au fait qu'elle est une super-héroïne, là encore seulement aux yeux du peuple. Une étiquette basée seulement sur le fait que She-Hulk est liée à Hulk. Jusqu'à ce qu'un jour, les personnes qu'elle sauve décident de lui donner l'étiquette du super-vilain. En tout cas, je trouve ça très intéressant de la part de Marvel d'explorer ce genre de choses, qui contrastent énormément avec la vie idéalisée d'un super-héros. Après tout, Spider-Man, l'un des plus grands héros qui existent, galère à payer son loyer, comme tout le monde, finalement. Alors bien sûr, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver s'en sort beaucoup mieux pour explorer cet envers du décor, avec Bucky ou même Falcon. Mais au moins la série She-Hulk fait de son mieux pour continuer à creuser l'idée, entre deux scènes de twerk, bien sûr. Ce qui nous amène du coup à parler de l'intrigue principale de la série, du moins la supposée intrigue principale, car la fin de l'épisode 3 commence petit à petit à nous dessiner un semblant de fil conducteur. Car oui, si le début de la série nous permet de découvrir comment Jennifer Walters est devenue She-Hulk à l'aide du sang de son cousin Bruce, Hulk, voilà que l'épisode 3 nous montre un groupe de personnes pas très organisées ni professionnelles qui souhaitent capturer She-Hulk. Plus précisément, ils souhaitent la piquer pour récupérer son sang, qui sait dans l'optique de réussir, eux aussi, à développer des pouvoirs de Hulk. On nous explique par ailleurs que ce groupe de personnes travaille pour une personne encore secrète. Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal à trouver qui. Surtout lorsqu'on regarde comment ce groupe de personnes est incompétent, non professionnel, bref ce sont des ratés qui jouent aux criminels. Leurs armes sont des outils volés qui appartiennent à New Asgard, autrement dit ils ne sont même pas armés. Bref, j'ai beaucoup de mal à lier une Valentina à l'histoire par exemple, un Ross, un Caïd, ou même toute personne un minimum sérieuse et qui travaille habituellement avec des experts lorsqu'il s'agit de missions aussi importantes. Du coup, clairement, je suis dans le flou total. Qui sait, She-Hulk n'aura peut-être pas de grands vilains, du moins pas comme on a l'habitude. Seulement une équipe de bras cassés à corriger. Après tout, je vois mal comment quelqu'un pourrait rivaliser avec She-Hulk, au vu de la puissance démontrée seulement en 3 épisodes. Il est clairement une force de la nature, comme les Hulk. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cela, et sur qui pourrait se cacher derrière cette mission ratée visant à récupérer le sang de She-Hulk dans l'espoir de devenir lui aussi un Hulk. En vrai, on a déjà assez de Hulk dans le MCU, à voir ce que la série va choisir de nous raconter. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis, j'ai également hâte de voir la suite de la série, une série assez détendue, comme cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me donner vos retours comme toujours, l'espace commentaire est là pour ça, pareil si vous souhaitez me partager vos théories sur la série. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur Hulk, ou même sur Kang le Conquérant. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était HeroesF l'explorateur d'univers, pour vous servir.